Eh bien, je pense que la pandémie aura des conséquences économiques, sociales et très probablement politiques, même au niveau international et mondial, beaucoup plus lourdes que le nombre de morts qu'elle a provoqué. Ou qu'elle peut provoquer, parce qu'il semblerait que ce n'est pas fini. Beaucoup de journaux aujourd'hui disent, beaucoup de politiques, etc., disent que nous allons vers un automne très difficile, avec de nombreuses faillites, ça a commencé, que nous aurions de très nombreux chômeurs. Je constate que l'État s'est endetté terriblement, l'Europe s'est considérablement affaiblie, et puis donc on peut à la limite envisager même une banqueroute. Tout cela c'est possible, ce n'est pas certain. Je ne sais pas lire dans la boule de cristal, je ne connais pas l'avenir, hein, mais c'est quelque chose de possible. Et on peut avoir un scénario catastrophe pour la France, l'Europe et même le monde. Hein. On peut avoir une juxtaposition, une multiplication de guerres civiles, de guerres ethniques, de guerres raciales, religieuses, sur fond de paupérisation terrible, même sur fond de famine, partout dans le monde, même en Europe et même en France. Des guerres civiles, mais aussi des guerres entre États et des guerres même jusqu'au niveau mondial. On peut avoir l'un de ces éléments, un de ces moments de l'histoire de l'humanité qui font que le pire est vraiment possible. Encore une fois, je répète et je le répéterai, le pire n'est jamais certain. Jamais certain. Il y a toujours quelque chose à faire pour l'éviter. Mais si on ne fait pas, si on ne cherche pas vraiment à l'éviter avec les bons moyens pour l'éviter, on peut aller à une catastrophe comme l'humanité n'a pas connue. On peut avoir une réduction terrible de la population mondiale et un retour généralisé à la barbarie, tout simplement. À la barbarie, je pèse mes mots. Voilà. Et donc, quand j'ai pris conscience de cela, si vous voulez, bien avant la pandémie, ce scénario-là, je le mentionne déjà dans, je crois, mon deuxième livre politique, c'est-à-dire qui est sorti en 2016. Je crois que c'est à ce moment-là. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai dans la tête comme militaire, hein, depuis fort longtemps déjà. Mais là, je pense que nous pouvons, sans certitude heureusement, arriver à cela. Donc, il me semblait être de mon devoir de Français, d'officier et d'homme politique, de réfléchir à cela et à ce qu'il faudrait faire pour éviter d'en arriver à une telle extrémité. Voilà la raison pourquoi j'ai écrit ce livre. J'ai écrit en 3 semaines. J'avais tout dans la tête et dans le cœur. Et donc, c'est sorti très très vite. Là, je me place au niveau national, parce que c'est déjà énorme. C'est déjà énorme comme défi que d'essayer d'éviter que la France ne parte dans ce scénario. Je ne me place pas au niveau mondial. Pas tout de suite, du moins, parce qu'il faut quand même d'abord envisager le niveau national. Comment l'éviter? Eh bien, il faut très rapidement changer de système. Changer de système. Aujourd'hui, nous avons construit la France, l'Europe et le monde sur l'argent, sur le fric. Tout est ordonné à l'argent, y compris l'être humain. Dès notre conception, nous sommes déjà un futur producteur, consommateur, avant de devenir un vieux gêneur tout juste bon pour l'euthanasie, quoi. C'est ça. Même l'être humain est conçu aujourd'hui comme un serviteur de l'argent. Eh bien, ça ne peut nous mener qu'à des catastrophes. Parce que s'il y a quelque chose qui est contraire à l'écologie, c'est bien ça. Ça, c'est radicalement contraire à l'écologie. La vraie écologie. Je ne parle pas de l'écologie de la plupart de nos écologistes d'aujourd'hui, bon, qui sont un peu des rêveurs, ou des idéologues d'un nouveau genre, ou des gens qui viennent de gauche, etc. Enfin, peu importe. Hein. Voilà. Il faut donc changer cela. C'est plus l'argent qui doit être la raison d'être de la politique, de l'économie, de la finance, etc. C'est l'être humain qui est la raison d'être de toute chose. En fait, il faut tout refonder sur une nouvelle conception de l'être humain. Ce n'est pas
un truc, un machin, un producteur-consommateur, etc. Non, c'est la raison d'être de toute chose. Voilà, il faut faire cette bascule. Or, cette bascule, il faut bien sûr une très longue durée pour la faire réellement et la faire entrer dans les mœurs, la faire entrer dans les lois. Il faut très longtemps. Mais la bascule, je veux dire, je ne sais pas comment on appelle ce point-là, le point de bascule, il peut être très rapide. En fait, si vous voulez, c'est comme dans la nature. Un arbre, c'est d'abord une toute petite graine. Et au bout de décennies, ou voire de siècles, ça devient un immense chêne. Eh bien, il faut faire la même chose. Il faut semer maintenant les graines de la future politique, de la future France. Sachant que, avant que, même vous, à votre âge, vous ne la verrez pas épanouie complètement, c'est évident. Hein. Mais au moins, vous verrez le début. Et ensuite, le temps fera son œuvre. Il faut laisser le temps au temps, disait Mitterrand, d'ailleurs en copiant un écrivain du début du XXe siècle dont j'ai oublié le nom. Voilà, c'est ça le vrai problème. Alors, l'expression système désastreux des partis n'est pas de moi. Elle est de De Gaulle. Je ne suis pas un gaulliste fanatique et de très loin, mais on peut trouver des bonnes expressions et même de bonnes actions même chez Staline, vous savez, on peut trouver, hein, n'importe où. Hein. Et je suis de ceux qui disent que, même si je ne suis pas d'accord avec De Gaulle sur beaucoup de choses, c'était le seul véritable chef d'État de la France au XXe siècle. Bien. Donc cette expression, le système désastreux des partis, est de lui. Et il voulait éradiquer, non pas les partis, mais ce système désastreux. Il n'a pas réussi. Ça n'a duré que le temps de sa présence. Tout au long de l'histoire. D'abord, nous sommes des Gaulois. Gaulois, des racines gauloises, ou celtes pour les Bretons. Bon, ça se ressemble beaucoup quand même. Hein. Des racines fort anciennes, hein, de gens qui se chamaillaient en permanence. Voilà. Et même chez les Gaulois, il y a des gens qui ont préféré l'alliance avec les Romains plutôt que rester entre eux pour empêcher que la Gaule ne soit colonisée. Et nous sommes des Gaulois, et tout au long de l'histoire de France, eh bien, les partis sous des noms divers, hein, peu importe, c'est pas forcément le mot parti qui compte, hein, les partis sous des noms divers ont très souvent mené la France au bord du précipice, ou dans le précipice. Et il a toujours fallu un sursaut, provoqué par, en général, un homme, parfois une femme aussi, hein, pour sortir la France de cette situation et lui permettre de rebondir. Et lorsque ce sursaut était opéré, eh bien, la France connaissait une ère d'épanouissement, non seulement économique, c'est important, mais ce n'est pas forcément l'essentiel. On a oublié. Hein, mais un épanouissement d'abord de son unité nationale, un épanouissement intellectuel, spirituel, civilisationnel. À ce moment-là, la France rayonnait. Ça fait partie de son charisme de rayonner. Mais quand elle est dans le pétrin, elle ne peut plus rayonner. Et j'ai entendu des quantités de gens, notamment en Afrique, mais pas seulement en Afrique, me dire, mais qu'est-ce que vous faites, la France? On attend que vous vous réveilliez. Je crois que même Mario Monti l'a dit à l'Assemblée nationale en France. Je crois, me souvenir de ça, je n'en suis pas certain. Hein. Donc, même le monde attend que la France rayonne, inconsciemment la plupart du temps. Et pour rayonner, eh bien, il faut ne pas être en quasi-guerre civile ou en guerre civile larvée par le système désastreux des partis en permanence. Les partis à la française, qu'est-ce que c'est? Ce sont des associations, peu importe hein, le nom qu'on leur donne, qui se donnent une doctrine et ils érigent cette doctrine en absolu. Or, quand on a 4 ou 5 partis qui, chacun a sa doctrine érigée en absolu, ben forcément, ça met de la pagaille. Voilà. Il manque quelque chose au-dessus. Et c'est ça. Et quand il n'y a rien, ni un patron, ni un système qui permettent d'apaiser cela, d'empêcher les partis de devenir néfastes à la France, eh bien, forcément, on va à la catastrophe. Et c'est dans cette situation que nous sommes aujourd'hui. Pardon. Je tiens à dire que le parti politique, il est légitime, le parti politique. Oui, après tout, pourquoi pas? Bien sûr, on peut très bien aussi s'en passer. Il n'y a pas que ce système-là, après tout. Hein. Mais, après tout, il est légitime, le parti politique. Mais ce qui n'est pas légitime, là où il perd sa légitimité, c'est quand il nuit
à la France, quand il nuit à l'unité nationale, quand il nuit à tout, à la France en général. Voilà. Là, il n'est plus légitime. Eh bien, c'est à cela qu'il faut mettre un terme, à ce système des partis qui nuit à la France. Au contraire, il faut trouver un système dans lequel il concourt à la grandeur de la France. Et oui, parce il faut trouver un système et un chef, un chef, pas forcément une personne, je veux dire, mais une ossature qui fasse tout concourir à la grandeur de la France et au service des Français. Voilà. C'est en cela que le système des partis est pernicieux, et c'est cela qu'il faut arriver à éradiquer un jour. Alors, la cohésion nationale est vitale. Je me réfère par exemple à un régiment ou même une entreprise, quand il n'y a pas de cohésion dans un régiment, c'est pas la peine d'aller au combat. La force principale d'une unité, c'est ce qu'on appelle l'esprit de corps, c'est-à-dire la cohésion. Voilà, les gens qui se connaissent et qui travaillent ensemble, qui s'entraident, vers un même objectif. C'est pareil dans une entreprise. Je suis persuadé que c'est pareil dans des quantités d'entités, y compris les familles. Eh bien, dans une nation, en particulier la France, eh bien, c'est pareil. Or, aujourd'hui, notre unité nationale est en lambeaux, complètement en lambeaux. Il n'y a quasiment plus rien qui fasse l'unité, sinon les congés payés, la retraite, enfin, voilà, des choses qui sont très importantes, mais ce n'est pas le niveau du tout requis pour la cohésion nationale. La cohésion nationale doit permettre d'affronter les grands défis, que ce soit des conflits, des situations dramatiques, ou bien les grands défis de civilisation, c'est-à-dire l'épanouissement, le rayonnement. Aussi, là, il ne s'agit plus d'affronter, mais de féconder. Féconder, au contraire, c'est le rayonnement de la France, très important. Or, on n'a plus de cohésion nationale. Eh bien, il faut refaire la cohésion nationale. C'est le rôle principal du président de la République. C'est le rôle principal du chef, dans quelle quantité que ce soit, donc du président de la République. Mais aujourd'hui, il ne peut pas tout faire tout seul. Et il faut aussi qu'on s'acharne à trouver des présidents de la République, des chefs, qui sachent faire cela. C'est tout un travail, vous savez. Ça va être long, tout cela. Mais on peut aussi avoir de très bonnes surprises. Alors, j'ai aussi, pour l'aider dans cette tâche, je dis bien pour l'aider dans cette tâche, pensé qu'il fallait créer un ministère de la cohésion nationale, qui soit vraiment l'outil pour refaire cette cohésion nationale, ou l'un des outils. Et donc, qui aurait-il? Qu'est-ce qu'il y aurait? Quelle mission? Pour l'instant, on est encore au début de la réflexion, bien entendu, parce qu'on peut imaginer des quantités de choses. Mais par exemple, dans ce ministère de la cohésion nationale, nous avons imaginé qu'il pourrait y avoir un service national de cohésion. Il y aurait aussi la mise en œuvre d'une politique d'assimilation, j'ai bien dit d'assimilation des étrangers, des migrants ou des immigrés, non pas pour leur faire perdre leur identité, le problème n'est pas là, mais pour qu'ils deviennent progressivement complètement français, français à part entière, si ce n'est par le sang reçu, au moins par la culture reçue. Et la grande majorité le souhaite. La grande majorité le souhaite. Donc, par exemple, le service national de cohésion. Je pense que le service militaire d'autrefois, qui n'avait pas que des qualités, et de très loin, était quand même devenu un facteur de cohésion très important. En fait, initialement, il était conçu pour faire la guerre. Et on a convoqué tous les garçons en âge de faire la guerre pour faire la guerre. Comme si tous les hommes étaient aptes à faire la guerre. Non, tous les hommes ne sont pas aptes à faire la guerre. C'est pas vrai. Bon, c'était un vice de départ. Mais ensuite, si vous voulez, avec le temps, c'est devenu un facteur de cohésion très important.
très important. Et aujourd'hui, on connaît tous des gens de la cinquantaine, environ, des hommes qui regrettent beaucoup, pour l'avoir fait, que le service national ait été supprimé. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il faut maintenant revenir sur cette idée, non pas pour refaire un service militaire pour envoyer tout le monde au combat, mais pour cibler vraiment sur la cohésion nationale. Et donc, il s'adresserait à tout le monde. On le montrait progressivement, parce que c'est une énorme machine à mettre en œuvre. Une classe d'âge, c'est environ 800 000 jeunes. Imaginez, quoi. C'est un gros travail. Mais pour y faire passer tout le monde, garçons et filles, avec trois, si vous voulez, temps bien définis. Une première partie de cette période, environ 6 mois, qui serait destinée essentiellement à réapprendre à tout le monde le b.a.-ba de la vie en société. Voilà. Il y a des choses moi je me souviens, à l'établissement public de l'insertion de la CE France, nous recevions beaucoup de gamins de banlieue, des jeunes de banlieue, dont certains, j'ai des souvenirs très clairs là-dessus, très émouvants. Un jeune qui me dit un jour, mon général, ici on se sent aimé. Ah bon? Et pourquoi? Mais parce qu'on nous dit, ça c'est bien, il faut le faire, ça c'est pas bien, tu le fais pas. Vous vous rendez compte un petit peu? Jamais personne ne lui avait dit, ça il faut le faire, ça il ne faut pas le faire. Et rien que le fait qu'on lui dise, on le guide, il se sent aimé. C'est énorme. On n'a pas conscience de ça quand on est assis dans un fauteuil avec un whisky, etc. Non, on n'a pas conscience de ça. Mais beaucoup de jeunes mettent le niveau d'amour qu'on leur donne à ce niveau-là maintenant. C'est ahurissant. Mais il faut se mettre à ce niveau. Donc, réapprendre la vie en société. Ça c'est bien, tu fais, ça c'est mal, tu fais pas. Le chef, il faut lui obéir. Il n'est pas là pour t'asservir, mais pour te servir, pour te faire grandir, etc. Alors, il y aurait aussi forcément une remise à niveau intellectuelle, parce que quand on constate qu'il y a 30% de la jeunesse française qui aujourd'hui est illettrée, il y a une sacrée remise à niveau à faire. Bon, ça c'est la première période. Elle servirait aussi à discerner ceux qui ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus fort pour s'insérer socialement et professionnellement. Dans la deuxième période, là, c'est tout à fait différent. On demanderait aux jeunes de se mettre au service de la nation. On ne leur demanderait pas d'ailleurs, on leur dirait maintenant tu vas te mettre au service de la nation. Et on leur offrirait toute une possibilité de service de la nation. Bien sûr dans les armées, mais aussi dans les gardes frontières. Il faut faire une garde frontière. On ne va pas parler, on n'aura pas le temps. Il faut faire une garde frontière. Mais les sapeurs-pompiers, chez les urgentistes, etc. Mais se mettre au service des autres. Qu'ils apprennent aussi ce qu'est être au service. Pendant la pandémie, on a réappris un petit peu ce qu'est être au service par les blouses blanches. Il y a quand même quelques-uns qui ont laissé leur peau en se mettant au service des autres. Eh oui. Voilà, ça c'est la deuxième période de ce service national de cohésion. Après cela, eh bien, pour certains, ça se terminerait, et pour les autres, ceux qui ont besoin d'aide pour s'insérer socialement et professionnellement, eh bien, on les garderait dans un stage professionnel. Et on les aiderait ensuite à s'insérer, éventuellement d'ailleurs avec un tutorat, pendant le temps qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Si on ne veut pas avoir toute une partie de notre jeunesse retournée à la barbarie, ben, il faut faire quelque chose de solide, très solide. C'est ça, service national de cohésion. Mais pardon, je n'ai pas parlé de la deuxième affaire. On peut laisser rapidement. Il y a aussi, par exemple, l'islam. L'islam aujourd'hui est en train de devenir l'un des problèmes majeurs de la France. Par la veulerie et la démagogie de nos politiciens depuis 40 ans. Il ne faut pas accuser uniquement le président Macron et ses ministres. Non, ça fait 40 ans que ça dure. 40 ans. Et aujourd'hui, ça devient un problème majeur.
Bon, eh bien, si on veut refaire une cohésion nationale, il faut la refaire avec ces gens que nous avons accueillis et fait venir. Je suis radicalement opposé à ce que certains appellent la remigration. Ça, c'est une source de sang versé à tour de bras. Voilà, et de conflits gigantesques, etc. Non, ils sont chez nous. Eh bien, il faut qu'ils deviennent des nous. Il faut qu'ils fassent partie de nous, d'une manière ou d'une autre. Hein, qui eux aussi se sentent français, vraiment. C'est une politique de très long terme, celle-là aussi. Mais il y a beaucoup de musulmans qui la demandent. Hein, on ne nous parle que des islamistes et autres salopards. Hein, on ne parle jamais des musulmans qui veulent par exemple se convertir et qui ne le font pas parce qu'ils sont menacés d'égorgement et que l'État qui devrait les protéger ne les protège pas. Ou se convertir, ou bien ne plus avoir de religion, devenir athée. C'est leur droit. On ne parle pas de cela. Mais il y en a combien? Hein, donc la grande majorité des musulmans de France sont prêts à cette démarche. Et on ne fait que empirer la situation de jour en jour par notre politique démagogique et absurde. Bien, alors je crois qu'une certaine unification de l'Europe est nécessaire. L'Europe actuelle, c'est pas la peine, elle est fichue. Elle va se casser la figure un jour ou l'autre, de toute façon. Et il faut revenir là aussi à ce qu'un petit peu, c'est un peu gaulliste là aussi, hein, à l'Europe des nations. Les défis de l'Europe pour le XXIe siècle et au-delà sont gigantesques. Au premier rang de ces défis, il y a le défi démographique. Et il y a aussi le défi civilisationnel. Ce qui est en perdition aujourd'hui, c'est l'Europe, l'existence même de l'Europe avec des Européens, hein, et la civilisation européenne. Surtout la civilisation européenne. Si encore la civilisation européenne était reprise par d'autres peuples, bon, ben c'est l'essentiel. Mais aujourd'hui, l'Europe, c'est avec la Russie environ 650 millions d'habitants. À condition d'avoir une immigration constante et assimilée, ça sera 650 millions en fin de siècle. L'Afrique noire, elle seule, va passer de 1 à 4 milliards d'habitants. Et comme elle est manifestement en train de s'enfoncer dans la misère, même si on voit des augmentations de PIB par-ci par-là, le PIB étant une mauvaise mesure à mon avis, eh bien ça promet des lendemains qui déchantent, hein, pour l'Europe en particulier. Et si la civilisation européenne disparaît, eh bien moi je pense que c'est vraiment le retour du monde à la barbarie. Je le pense vraiment, parce qu'elle est fondée sur le service de l'homme. Alors, donc il faut une politique européenne, de la France, mais aussi de tous les pays européens. Moi je vois plutôt, si vous voulez, l'Europe des nations, et avec un système confédéral. Alors on parle de la confédération helvétique, qui est une véritable fédération en fait, hein, mais une association vraiment d'États souverains, complètement souverains, qui donnent au niveau confédéral des missions qu'il vaut mieux qu'elles soient, c'est toujours le principe de subsidiarité, hein, qui seront beaucoup mieux réalisées au niveau européen qu'au niveau national. Par exemple, la garde des frontières européennes, ben oui, il vaut mieux confier ça à une confédération, n'est-ce pas, hein? Voilà, et certainement bien d'autres choses. Voilà, c'est comme ça que je vois l'Europe. Alors, je ne poserai pas la question exactement comme ça. Aujourd'hui, je l'ai dit en début d'entretien, nous risquons d'avoir, et même à court terme, des lendemains très difficiles. Se présenter, dire aujourd'hui « je me présente », comme font déjà certains, hein, c'est rester dans le système désastreux des partis qui est l'une des causes de la situation actuelle, et c'est fragiliser déjà le président de la République qui, qu'on le veuille ou non, a été élu. Voilà, je ne vous dis pas que j'ai voté pour lui, mais il est président de la République. C'est le fragiliser à un moment où, justement, il faudrait resserrer les rangs pour sortir la France du problème. Donc, eh bien, moi, je me mets plutôt dans cette situation pour l'instant. Je lui ai fait savoir que je suis prêt à travailler avec lui. Et j'ai des propositions à lui faire, hein, des choses à lui apporter. Hein. Bien sûr, ça sera sous certaines conditions que je n'aborderai pas ici, ce n'est pas la peine, mais je lui ai fait savoir que je suis prêt à travailler avec lui pour opérer cette bascule dont je vous parlais tout à l'heure, n'est-ce pas? Il faut passer d'un système à un autre, sinon on risque la catastrophe. Et puis, eh bien, s'il ne le fait pas,
et que l'élection présidentielle peut vraiment se tenir en 2022, ce qui n'est pas certain, eh bien oui, je serai candidat. Là, vous savez, bon, d'abord vous parlez, bon, allez, on va pas épiloguer là-dessus. Hein, vous voyez, ce dont je suis persuadé, c'est qu'il ne faut jamais désespérer de l'homme. Et je ne parle pas uniquement de l'homme Macron, de n'importe quel homme. Il ne faut jamais désespérer de l'homme. Il est capable du pire, il est capable du meilleur. Ça veut dire que n'importe qui, dans une situation donnée, peut prendre conscience, il peut avoir un éclair, d'accord, il peut prendre conscience et opérer une forme de conversion, pas forcément religieuse, mais politique. Et je crois que cela est possible. Je ne dis pas ça adviendra. Je n'en sais rien. Je ne sais pas lire dans la boule de cristal. Hein. Mais donc, de toute façon, que vous le vouliez ou non, il est aujourd'hui le président de la République. Et ne comptez pas sur moi pour organiser un coup d'État. Ça serait ajouter du pire au pire. On verra. On y réfléchira, on n'en est pas là encore, hein, parce que je crois que, franchement, je crois que si on reste dans le système des partis, dans le système actuel, on va à la catastrophe. Voilà. Là, c'est plus un petit osin qu'il faudra, ça sera une grande Jeanne d'Arc. Merci mon général. De rien.